Bon après-midi à tous, bienvenue sur cette édition du 10 mars 2024, semaine de la femme oblige. Le plateau aujourd'hui sera essentiellement féminin. Avec les femmes, on va parler politique, crise au Parlement. Dans son discours d'ouverture des travaux dans la première session ordinaire de l'année législative 2024 à l'Assemblée nationale à doyen d'âge, l'honorable Laurentine Kouafeugue a dénoncé entre autres l'inertie, l'intrigue, l'absentéisme, les dénonciations calomnieuses, l'affairisme, la recherche effrénée de l'argent de la part de ses collègues députés. Une sortie au vitriol qui arrive dans un contexte marqué par une gestion mitigée de l'institution ces derniers mois, secouée par des scandales à répétition, situation financière déplorable, l'impuissance de l'opposition, place vieillissante. À quelques jours du renouvellement des bureaux des deux chambres, quel diagnostic peut-on faire du problème du Parlement camerounais? Comment sauver les 12 mois restants de cette 10e législature? Que faut-il faire pour que les élus de la nation s'intéressent davantage à leur rôle de représentants du peuple? Aussi, droits des femmes, les féminicides s'intensifient, les violences conjugales progressent au Cameroun. Entre 2019 et 2024, au moins 210 femmes sont mortes sous les coups de leurs conjoints et 60% de femmes sont victimes de violences conjugales selon les rapports de la société civile et les institutions. Ces victimes sont soumises au quotidien à des brutalités des plus insidieuses, viols, agressions sexuelles, violences conjugales, mutilations génitales, mariage forcé, trafic humain, etc. Des actes qui les affectent indépendamment de leur âge, de leur statut socio-économique et d'autres facteurs. Pourtant, en 2021, une étude de l'Organisation mondiale de la santé établissait déjà que 40% de femmes en Afrique de l'Ouest et 65% en Afrique centrale en ont subi. Aujourd'hui, le phénomène est plus que alarmant. Comment comprendre l'ampleur? Quelles sont les conséquences et surtout, quels sont les moyens de prévention? Voilà autant de préoccupations qui nous intéressent dans le cadre de cette édition de cet hebdo. Bienvenue. On entre dans le vif du sujet, mais d'abord, je vous présente les panélistes. Marie-Ange Ngobateki, vous êtes vice-présidente nationale des femmes du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Bonjour à mes panélistes, bon dimanche. Bonjour à toutes les militantes, parce que c'est le mois de la femme de MRC, que ce sont beaucoup démunis et qui continuent à se démunir pour les inscriptions sur les listes électorales. Courage. Bonjour à ma famille là-bas à Kribi. On devait être en train de fêter mon anniversaire aujourd'hui. C'est mon anniversaire. Je vous fais un coucou. Alors, je vous accueille avec cette question d'entrée. Marie-Ange, le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bargangeli, a promis de sanctionner les policiers corrompus au contrôle routier au Cameroun. L'information est contenue dans un message radio qu'il a signé le 4 mars 2024. Ce énième rappel à l'ordre fait suite aux plaintes des usagers de la route et de la Commission nationale anticorruption concernant les excès et la corruption généralisée au point de contrôle mixte le long des routes publiques. Alors, pensez-vous que ce communiqué suffira pour neutraliser définitivement les brebis galeuses au sein des rangs de la police? Vous avez dit encore. C'est-à-dire que voilà encore une signature qui arrive. Moi, je ne suis pas très fan des dates, mais je crois que depuis un bon temps, peut-être il y a de cela 2 ans encore, à ce moment, ils avaient même parlé d'aider complètement ces policiers en route, mais ils y sont encore. Quand tu fais un parcours, par exemple, de Douala et Béa, il y a un contrôle où ils ont même construit une petite maison. Et quand tu y vas, tu n'as même plus besoin qu'on te siffle, qu'il siffle. Tu gares, tu pars avec ton dossier, qu'il y a quelque chose à l'intérieur, tu donnes le dossier, on ne vérifie même pas le dossier, on te remet et tu continues ta route. C'est une sorte de cotisation. Donc maintenant, quand on dit qu'il a encore signé, le Camerounais est habitué à faire ce qu'il veut. Je crois qu'à ma foi, j'entends, je ne sais pas d'où est venu ce mot qu'on appelait continent, mais à un certain moment, dans certains événements, je me dis, nous sommes vraiment un continent où, effectivement, un ministre va signer une loi comme celle-là,
un décret comme celui-là. Mais après, les Camerounais vont faire ce qu'ils veulent. Et ils resteront comme ça parce que ce n'est pas la première fois. Et je ne crois pas à quel moment on a déjà eu à punir. Je ne sais pas si vous l'avez entendu un jour qu'on a puni un policier parce qu'il a confisqué les papiers ou bien parce qu'on n'a pas donné de l'argent. Et vous savez que ce problème ne se situe même pas au niveau de la police. Il y a la base, l'obtention de ces papiers. Ça se passe comment? Moi, quand je vois les chauffeurs de la ligne, par exemple à l'époque où je partais régulièrement à l'EDEA, je vois les chauffeurs de la ligne Douala-EDEA. Je me demande, tu as payé 1000 francs. Mais à chaque contrôle, vous avez au moins 3 contrôles. Vous êtes combien dans la voiture? Vous gagnez combien? Quand je leur dis qu'il faut avoir les papiers, ils me disent non, mais le policier, lui, il a toujours quelque chose à te reprocher. Donc, si la base, les papiers qu'on demande à la base, déjà peut-être ne sont pas à la portée des chauffeurs qui font ce transport, et que ces papiers ne sont pas à la portée de tout le monde, ma foi, je ne sais pas, la corruption va continuer comme le veut notre pays. On espère que la solution viendra de toute façon de ces cadres. Albertine Matomba, vous êtes militante du Peuple uni pour la rénovation sociale. Bonjour, bienvenue sur cet hebdo. Bonjour Olivier, merci de nous avoir invités sur votre plateau. J'en profite d'ailleurs pour saluer tous les militants du Peuple uni pour la rénovation sociale. Je dis un grand bonjour à tous les auditeurs de votre émission STV et bien entendu mes copanélistes qui sont là. Bonjour. 10 ans de prison et une amende de 45 millions pour Frandelin Ibanga, l'ancien sous-préfet de la Lokundi qui était impliqué dans le meurtre d'une jeune étudiante de 23 ans, Lydienne Taba. Le procès qui a duré 4 ans a finalement pris fin par ce verdict du tribunal militaire des Boulevards rendu le mercredi 6 mars 2024 en présence de l'accusé. Albertine, satisfaite à l'issue de ce verdict? Disons que pour la requête de la justice, on peut dire que satisfaite, mais quelle prison peut être une contrepartie d'une vie humaine? Je pense que la famille pourra dormir, entre guillemets, en considérant que justice a été rendue. Mais la vie humaine est bien au-delà d'une simple sanction. Et bien entendu, il faut aller dans les profondeurs. Oui, on a sanctionné un individu, mais il faut aller dans les profondeurs de qu'est-ce qui peut pousser un homme à ôter la vie à une jeune dame qui aurait été sa compagne ou je ne sais quoi. Et encore que ça vienne de quelqu'un qui est censé représenter les pouvoirs publics. Ça, c'est une véritable problématique. D'accord. Troisième invité, honorable Maëlys Bell, ancienne députée, représentante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour et merci. Vous vous rappelez que j'ai eu à vous reprendre un peu par rapport au visuel que vous avez partagé. Sur ce visuel, j'ai une écharpe et c'est pas très correct parce que mon statut actuel n'est pas celui d'un député. On m'appelle honorable parce que les civilités au Cameroun le permettent, mais je ne suis plus député à l'Assemblée nationale. Donc apparaître avec l'écharpe vert ou jaune paraît être un petit dol, quoi. D'accord. Nous avons pris bonne note de votre remarque. Yaoundé abrite depuis lundi plusieurs travaux sur la question du paludisme qui fait des ravages, vous le savez. Les représentants des 11 pays les plus touchés sont d'ailleurs dans le pays. Leur évaluation fait état d'un relâchement de la riposte depuis les années 2015. Or, l'Organisation mondiale de la santé avait recommandé à ces États d'accorder au moins 15% du budget à la santé. Or, le Cameroun n'est qu'autour de 5%. Est-ce que Maëlys Bell, on doit considérer que le Cameroun minimise l'impact du paludisme au Cameroun ou c'est tout simplement une question de priorité? Ça m'étonnerait beaucoup que le gouvernement du Cameroun minimise un mal aussi important et qui commet autant de dégâts. Je dirais simplement que le gouvernement certainement a pris note
de cette observation. Mais parallèlement, le gouvernement mène différentes actions, surtout au niveau de la prévention, censées mettre à l'abri les familles de ce fléau-là. Et croyez-moi, tout se joue réellement au niveau de la prévention. C'est pour ça que je suis très heureuse de faire partie du groupe mis en place, du programme mis en place par le maire de la ville, le docteur Mbassandine, sur la propreté de la ville. C'est très important que nous nettoyions notre environnement. Parce que qu'est-ce qui donne le paludisme? C'est bien la nouvelle, c'est ça, non? Et donc le moustique, pour parler communément. Et les moustiques, on les trouve où? Dans les endroits insalubres que nous-mêmes, nous créons autour de nos maisons. Alors que nous avons la possibilité de rendre notre environnement propre. Et d'ailleurs, vous voyez les résultats depuis que les femmes sont descendues dans la rue. Il y a une propreté qui est notée par tous les observateurs honnêtes. Ça va continuer parce que ce n'est pas des opérations qu'on mène sur un coup et on s'arrête. Ça doit être des habitudes que nous allons prendre. Donc nous faisons quoi? Nous balayons pour donner l'exemple, mais surtout nous sensibilisons pour dire à nos compatriotes que nous pouvons faire beaucoup dans la prévention des maladies, comme les maladies hydriques, comme justement le paludisme, la typhoïde, simplement en essayant de vivre proprement. Si je vis proprement, mon voisin vit proprement, le voisin de mon voisin vit proprement, alors toute la ville vivra proprement et nous vivrons certainement mieux qu'avant. Donc vous recommandez la propreté pour l'une des méthodes préventives. La prévention, généralement, impacte sur les budgets. Il ne faut pas attendre que les gens soient malades pour les soigner. Ça coûtera forcément plus cher que si on les accompagne, si on les encadre, pour qu'ils ne tombent pas malades. D'accord. Alors, quatrième et dernière invitée, Arlette Ndiop-Popa. Vous êtes militante du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN. Bonjour, bienvenue sur cet hebdo. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Bonjour spécialement aux femmes. Effectivement, on sort de la journée de célébration de la femme. Donc, je me permettrai de faire aussi un coucou spécial à l'honorable Odile Ngomaop du côté de la Sanaga Maritime, députée suppléante, pour ces magnifiques activités qu'elle a organisées tout au long de la semaine, notamment ces activités sur la formation à la pisciculture. J'ai bien aimé cette activité. Je pense qu'aujourd'hui, la réalité fait en sorte qu'on tend beaucoup plus à parler de l'autonomisation de la femme. Donc, ce type d'activité promeut justement ce but ultime en fait. D'accord, je vous accueille avec une question dans le domaine sportif. Francis Ngannou, je sais que c'est un Camerounais qui brille à l'échelle internationale et qui inspire beaucoup de jeunes aujourd'hui, beaucoup de carrières. Vous savez que depuis quelques mois maintenant, il a décidé de s'intégrer dans la boxe anglaise, sauf que ses deux premières sorties ont été vouées par des défaites, d'abord contre Tyson Fury en octobre 2023 et avant-hier contre Anthony Joshua. Comment vous avez réagi après cette nouvelle défaite de Francis Ngannou et comment vous voyez sa carrière maintenant? Je dirais déjà que le fait qu'il ait choisi de se lancer en boxe, de quitter de la MMA pour se lancer dans la boxe, c'est déjà un signe d'audace. Et au-delà de cette audace de se lancer dans la boxe, il choisit de s'attaquer aux deux plus gros poids de la boxe anglaise. C'est quelque chose qui est déjà assez impressionnant. Parce qu'en fait, il fait face à des adversaires qui font la boxe depuis qu'ils ont 15-18 ans. Et ils font la boxe depuis 15-20 ans. Donc, c'est des gens qui ont une certaine expertise dans ce domaine. Et il a quand même eu l'audace de se dire, je vais aller l'affronter. Et je pense que ça, c'est une note de courage qu'il faut souligner. Malgré les deux défaites, en fait, les défaites sont logiques et normales. Peut-être que la défaite face à Anthony Joshua était beaucoup plus pressante parce qu'au deuxième round, comme ça, là, on s'attendait peut-être à ce qu'il fasse une meilleure prestation. Je pense que lui-même s'attendait à faire une meilleure prestation. Mais on ne doit pas oublier en réalité que
c'est d'abord beaucoup d'audace et beaucoup de courage qu'il faut pour assumer et aller affronter des gens dans leur domaine et d'essayer de les battre. Ça, c'est quelque chose que je crois qu'on ne doit pas lui enlever cela, et je pense qu'il va continuer dans ce domaine-là. Peut-être qu'il va rentrer un peu dans, dans sa formation naturelle. Je pense que c'est la PF. MMA. Oui, le MMA, mais je crois qu'il a changé. Voilà, c'est PFL. PFL. Voilà, maintenant, je crois qu'il est quitté de MMA pour PFL. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a cette capacité-là de jongler avec les disciplines. Et pour moi, ce n'est qu'une entorse, en réalité, qui est normale. Mais le courage, la force, l'abnégation dont il fait preuve, mais surtout, il ne faut pas qu'on oublie que derrière ça, c'est d'abord un sport, c'est d'abord une activité lucrative. D'accord. Et à ce niveau-là, il faut vous rassurer que Ngannou n'a rien perdu. Peut-être que c'était une très mauvaise image de le voir au sol, mais financièrement, il s'est fait une bonne santé financière. Je crois que ça peut lui permettre de continuer à se relancer. En tout cas, nous nous souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière. On entend le vif du sujet maintenant avec le premier sujet. On parle de malgouvernance et puis le Parlement qui est à rude épreuve. La première question pour ce sujet, je vous la pose, honorable. Vous étiez au Parlement en tant que député, vous avez siégé pendant plusieurs années. Dans son discours d'ouverture de session parlementaire de mars, la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale, honorable Wantine, on croit que vous devez certainement très bien connaître, n'a pas été tendre avec ses collègues. Elle dénonce le laxisme, l'inertie, l'intrigue, les dénonciations calomnieuses, l'affairisme, l'absentéisme, la recherche effrénée de l'argent au détriment des intérêts des populations qui sont censées représenter. Est-ce que ces dénonciations vous ont étonné, honorable? Ou bien vous vous y attendiez? Même si elles ne sont pas aussi répandues que ça, parce que quand on écoute, on peut avoir l'impression que c'est l'ensemble du Parlement qui se conduit comme elle vient de dénoncer. Non, ce n'est pas l'ensemble. Mais ce sont des faits qui sont réels et qu'elle a tenu à relever parce qu'elle pense que c'est possible de corriger et d'avancer encore plus vite. Je crois que c'était ça son souci. C'est une dame, une parlementaire, une députée d'expérience et qui, du haut de son âge, a estimé qu'elle pouvait faire cette contribution pour booster un peu le Parlement, qui est sa communauté. Donc, ce discours, j'ai entendu des commentaires, l'opposition s'est occupée de l'amplifier au maximum, mais je pense que l'opposition elle-même, c'est ce que l'opposition répète tous les jours, non? C'est pas ça? Mais ça veut dire... Donc, il n'y a pas de vraie surprise. La surprise vient du fait qu'elle se soit exprimée du haut du perchoir. Mais son intention, je crois, était noble. Et ce n'était pas pour chercher palabre. C'était certainement pour réveiller ceux qui se complaisent dans ce type de comportement et les amener à changer d'attitude. Ça veut dire que, en d'autres termes, à l'Assemblée, on est dans une cacophonie où chacun peut-être fait ce que bon lui semble? Non, pas du tout. En tout cas, moi, j'ai fait partie de la 9e législature. Je n'ai pas vécu l'Assemblée comme un endroit désordonné, la cour du roi Péto, etc. Non, pas du tout. C'est un lieu, premièrement, empreint de solennité. De solennité, il faut y aller, parce que beaucoup qui font des commentaires n'y sont jamais allés. Alors que l'Assemblée est ouverte pour les citoyens. Mais beaucoup préfèrent les commentaires de quartier, devant leur télé ou devant une bouteille de bière, mais très peu se déplacent pour aller suivre un débat au Parlement. Donc pour moi, c'est un lieu qui conserve toute sa solennité et toute sa force. Et je crois que Mme Fégué, en dénonçant ces dérives, parce qu'il n'y a pas d'organisation sans dérive. Même les partis politiques ont plein de dérives. Il faut simplement avoir le courage, à un moment donné, de
parler de ces dérives-là. D'accord, on va parler de ce courage-là tout à l'heure. Albertine Matomba, y a-t-il un problème de casting finalement des élus de la nation ou c'est le fonctionnement du Parlement dans son ensemble qui fait problème? Je pense que le problème fondamental, ce n'est pas trop le casting, mais c'est la réalité de ce qui se trouve là au Parlement, c'est-à-dire que le Parlement est pris en otage par un seul parti depuis assez longtemps aujourd'hui. Et ceux qui s'y trouvent, quand on regarde les quotités de ceux qui sont là aujourd'hui, on verra qu'ils représentent une infime partie. Du coup, ceux qui vont au Parlement ne vont pas vraiment pour représenter les populations, mais pour jouir des largesses que leur confèrent leurs fonctions. Ils émargent pour ça et du coup, ils démissionnent du rôle qui est le leur de travailler pour les populations qui les ont portés à ce niveau. On verra donc dans son ensemble, le Parlement a démissionné de son rôle premier qui est le contrôle de l'action gouvernementale. Et la doyenne d'âge, je m'estime heureuse parce qu'elle nous montre qu'elle est quand même camerounaise, peut aujourd'hui remettre sur la place publique le fonctionnement même du Parlement, qui ne joue pas son rôle. Donc aujourd'hui, il est question que le Parlement soit d'abord des personnes qui savent ce pourquoi ils sont là-bas, et encore que beaucoup y vont parce qu'ils veulent avoir l'immunité, beaucoup y vont juste parce que le village les y a portés, mais est-ce qu'ils connaissent la profondeur de la mission qui est la leur? Contrôler l'action gouvernementale est régi dans notre Constitution, dans son chapitre 35, les alinéas 2 à 3 leur dit ce qu'ils doivent faire, mais ils préfèrent se livrer dans l'affairisme qui est donc ce qu'ils peuvent émarger pour leur largesse personnelle. Mais qu'est-ce qui explique ça, justement? Que vous avez clairement des textes, et même le règlement de l'Assemblée nationale prescrit très bien ce que les députés doivent faire, soit durant les sessions ou durant les périodes mais excusez-moi, ils préfèrent délibérément. Au Cameroun, tout se confond. Le parti au pouvoir a pris en otage l'appareil gouvernemental, a pris en otage toutes les institutions. Donc, au Parlement, c'est également le parti au pouvoir. Il faut tout faire pour préserver le champion dans tout, même s'ils ne sont pas mandatés par ce champion. Alors, il faut tout faire. Il faut qu'on soit là. Sinon, comment veut-on toujours qu'on passe à des jeux de questions-réponses où les députés, selon ce que le confère la Constitution, mettent les ministres à un jeu de questions-réponses? On décrit les détournements des deniers publics, mais les détourneurs et les détournements ne sont jamais retracés. On n'a jamais vu les détournements des fonds publics revenir dans le Trésor national. Mais on est toujours en train de décrier des gens qui ont détourné au vu au su du Parlement, qui restent muets parce que c'est le parti au pouvoir. Il faut se couvrir, il faut faire la richesse pour soi-même et pour sa famille, ou bien ceux qui sont autour de soi. Donc, je pense que ces députés ont besoin d'être éduqués. Et je suis heureuse de savoir qu'il y a quand même certains députés qui peuvent le décrier aujourd'hui, mais est-ce qu'hier, il le faisait? Qu'est-ce qu'elle a fait pour stopper l'action de ses collègues? Alette Ndiopoupa, est-ce que vous avez le sentiment qu'au Parlement, les élus travaillent pour les populations qu'ils sont censés représenter? Alors, pour répondre à votre question, je vais d'abord dire, je vais préférer m'adresser aux Camerounais parce que en fait, la problématique de l'Assemblée nationale est beaucoup plus grande. Je pense que Madame Matomba l'a souligné tout à l'heure. La réalité, c'est que quand vous êtes dans un pays où vous avez plus de 90% des parlementaires qui appartiennent à une formation politique, la réalité, c'est que ça tue la démocratie.
Parce que vous savez, dans la République, Montesquieu l'expliquait très bien, il y a une séparation des pouvoirs. Vous avez le pouvoir exécutif représenté par le président de la République et son gouvernement. Vous avez le pouvoir législatif. Là, vous avez le Sénat et l'Assemblée nationale, et vous avez le pouvoir judiciaire. Et donc, pour que cette séparation ait un sens, pour que cette séparation se ressente quotidiennement, il faudrait que, au niveau du pouvoir exécutif, si vous avez une formation politique qui a le pouvoir exécutif, que ce parti politique ait une majorité relative minimalement au niveau du Parlement. Pourquoi? Parce que dès l'instant où vous avez la majorité obèse, comme c'est le cas actuellement, en réalité, cela devient comme un récital. Dès que le pouvoir exécutif a pris une décision, le pouvoir législatif fait seulement, il valide. C'est pour ça que c'est tellement compliqué lorsque vous avez par exemple un parlement qui n'est pas de votre majorité. On l'a vécu par exemple en République démocratique du Congo avec Tshisekedi lors de sa première élection. Tshisekedi, lorsqu'il est élu, le parlement est gagné par l'ancien président sortant Kabila. Le parti de Kabila, en réalité, il se retrouve donc à devoir faire un gouvernement d'union nationale. Il a pratiquement pris plus de 2 mois pour sortir rien qu'un gouvernement. Parce que quoi? Il fallait discuter, il fallait trouver des accords avec les parlementaires de l'autre camp. Vous voyez que ça l'a obligé justement à se démener et à trouver des contreparties. Et même dans la gestion au quotidien, c'était tellement compliqué qu'il a dû faire un coup d'État au sein du Parlement pour reprendre la main. Parce que quand vous envoyez une loi, vous avez les autres partis qui disent que non, nous on ne veut pas. Et votre loi ne passe pas. Et donc le Tshisekedi était obligé, était dans l'obligation en réalité de reprendre la main. C'est pour rappeler aux Camerounais que si vous vous souvenez bien, quand vous revenez par exemple, vous voulez véritablement voir comment le Parlement camerounais a travaillé. Regardez les mandatures de 92, regardez les mandatures de 97. Les plus grandes réformes au Cameroun ont été faites pendant ces mandatures. Regardez bien pourquoi est-ce que cette mandature était particulière. C'est simplement parce qu'au Parlement, bien que le RDPC avait la majorité, et ils n'avaient une majorité puisqu'ils avaient fait une alliance avec le MDR, ils étaient obligés en réalité de négocier. Et quand ils venaient avec des lois de finances, les gars leur disaient, nous aussi on veut que les libertés publiques avancent, on veut que ceci avance. Et c'était des contreparties. Vous êtes obligés en fait de prendre en considération les velléités, les réalités et les problématiques des autres formations politiques. Mais quand vous êtes dans une majorité, comme c'est le cas aujourd'hui, où vous avez 90% des députés d'une même formation politique, c'est-à-dire que même les députés là, eux-mêmes, s'ils ont la volonté, ils ne peuvent rien faire. Pourquoi? Je m'explique. Le RDPC a juste besoin des personnes qui vont valider leur projet. Et quand vous arrivez, vous êtes au quartier, vous êtes un homme d'affaires, là on vous dit que bon, si vous entrez peut-être en politique, vous allez avoir l'humilité, vous vous dites ok, donc ça veut dire que si je pars là-bas, mes affaires sont... Vous y allez. Mais quand vous y arrivez, peut-être vous avez la volonté même de faire des choses, de travailler, de parler, mais quand vous arrivez, on vous dit non, il y a déjà un establishment pris, c'est là. C'est-à-dire que à l'Assemblée nationale aujourd'hui, vous avez des personnes qui peuvent facilement être président de l'Assemblée nationale. Mais c'est le même depuis, il a même du mal à parler, mais il est toujours là. C'est-à-dire que même les députés eux-mêmes du RDP se sont dépassés. Ils disent que, en fait, si mieux je m'avais occupé de mes clients au quartier que de venir perdre le temps. Parce qu'ils se sont rendus compte, malgré eux, qu'en fait, ils sont juste une caisse de résonance, ils sont juste là pour valider et leur avis, leur discussion. Parce qu'en fait, je ne vais pas leur faire de procès parce que nous sommes tous dans les formations politiques. Dans toutes les formations politiques, il y a ce qu'on appelle la discipline du parti. Quand le parti a décidé, vous validez. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas d'accord, vous allez... Et donc, c'est pour ça que je m'adressais au peuple camerounais en leur disant, ne faites plus jamais que cela ça arrive. Parce que tant que le RDPC aura cette majorité absolue au Parlement, la même chose. C'est au bout de 4 ans que vous allez voir une maman venir nous dire que oui, il y a les immondices dans la ville. C'est aujourd'hui qu'elle a constaté qu'il y a les immondices dans toutes les villes du Cameroun. Non, c'est juste qu'avant, elle ne pouvait pas en parler. C'est maintenant qu'elle peut en parler parce qu'elle-même est en train de comprendre que c'est en train de finir. Donc, quand ça a cuit,
vous faites encore quoi? D'accord. Marie-Ange Ngobateki, il faut noter que la députée Laurentine Kouafege n'est pas sa première sortie à charge. Déjà en 2023, elle avait dénoncé la succession de scandales au Cameroun. Elle avait parlé notamment du scandale de la CAN, du scandale Covid-Gate et bien d'autres. Même au Sénat, il y a des sénateurs qui sont sortis de l'ordinaire, de leur mutisme pour dénoncer, faire un certain nombre de dénonciations. Sauf que malgré tout cela, rien ne change. Les députés sont toujours muets. Ils peinent à dénoncer, faire un certain nombre de dénonciations, tout au moins comme l'honorable Laurentine Kouafege. À votre avis, comment on peut comprendre cela? Et pour ne pas répéter les propos de l'autre panéliste qui a dit le Camerounais s'est habitué à une certaine langueur, s'est habitué au fait qu'avoir le pouvoir te confère, te permet de faire tout ce que tu veux, que ce soit pour l'intérêt des autres Camerounais ou bien leur désintérêt. Aujourd'hui, ça me fait plaisir parce que apparemment j'ai l'impression que 2024 sera une année peut-être de réveil pour tout le monde parce que les uns et les autres dénoncent ce que le MRC a toujours dénoncé. Et aujourd'hui, pour la copénaliste qui parle des réalités du Cameroun, par rapport aux membres du Parlement qui sont, je crois, si on peut faire un pourcentage, ils sont peut-être à 95%. Au Parlement, le RDPC est carrément à 95%. Les autres, je me rappelle sur un plateau, quand on nous parlait de ces rentrées parlementaires et tout, et quand on demandait qu'est-ce qu'ils font au juste, moi je disais, comme disait Madame Marlis tout à l'heure en disant c'est solennel, oui, je me disais oui, ça c'est le moment où les Camerounais s'habillent très bien, ils se mettent très bien, portent des grandes tenues, viennent dans des grosses voitures, viennent se parader dans une salle qui appartient à tous les Camerounais pour ne rien dire, pour faire ce qui les arrange, peut-être négocier leurs propres affaires et après rentrer chez eux. Parce que depuis des années, c'est pas aujourd'hui qu'on voit l'ineptie, c'est-à-dire que, ou bien, disons un mot comme ça, la paresse des Camerounais. C'est pas seulement au Parlement, c'est dans toutes les administrations du Cameroun que ça existe et que les Camerounais dénoncent, en parlent et il n'y a aucun changement. Quand vous dites, par exemple, ça me fait plaisir de savoir qu'elle est doyenne et elle dénonce depuis. Et on espère, parce que ce n'est pas toujours dit que c'est tous ceux qui sont dans l'autre partie qui ne sont pas réalistes. Bon, mais maintenant, moi, j'avais envie de dire, si elle y est et qu'elle dénonce depuis des années et qu'elle voit qu'il n'y a pas de changement, et comme on disait au MRC, elle a peur de la politique de la chaise vide, ou bien elle sait que, bon, c'est quand même mon gagne-pain, mais entre-temps, il faut que je dénonce, ou bien, je ne sais pas. Parce que quand on est dans une formation politique comme le RDPC, et que peut-être, parce qu'on a l'impression qu'ils sont, parfois on pourrait dire du mea culpa ou quoi que ce soit. Parce que quand Honorable dit par exemple les efforts qu'elle fournit à son niveau, ça c'est louable, c'est très bien, mais ça va aller jusqu'où? Aujourd'hui, elle a bien fait de rappeler qu'elle ne porte plus l'écharpe. Donc ça veut dire que aujourd'hui, elle est appelée à descendre, enlever les immondices dans les rues, qu'elle ne saura même pas où les jeter. Parce que j'ai envie de lui demander, quand elle les enlève, c'est pour aller les jeter au Vouri, ou bien c'est pour appeler les camions Isakam, et que les bordures de la route
sont généralement nettoyés par une entreprise qui est payée par l'État. Donc, ce n'est pas une entreprise privée qu'on dise qu'on va donner un coup de main. Ce n'est pas une affaire d'aimer ou de ne pas aimer son pays. On paye une entreprise pour nous mettre effectivement cette propriété, parce que moi, quand on parle par exemple du paludisme tout à l'heure, on nous dit c'est parce qu'on ne nous répond pas exactement comment ça se passe, comment l'État a fait pour éradiquer le paludisme, mais on nous dit, bon, nous, à notre niveau quand même, on enlève les immondices dans les devantures des maisons et tout et tout. Moi, je dis, c'est bien beau. Mais maintenant, nous tous les Camerounais, même ces RDPcistes, même ceux qui mangent, c'est-à-dire que même ceux qui profitent des largeurs de la trésorerie de ce pays, et tous sont conscients qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais au lieu de faire les choses ensemble pour que ça change, parce que d'ailleurs je dis pas ensemble puisque c'est eux qui ont gâté, tous passent leur temps à combattre ceux qui les dénoncent. C'est-à-dire que le Cameroun aujourd'hui est devenu un champ de guerre. Le Cameroun n'est plus un endroit où tu peux dire à ton frère ce que tu as fait n'est pas bien et il essaye de te corriger. Non, de se corriger. Non. Ce qui dérange le Camerounais, c'est que quand tu lui dis que ce qu'il a fait n'est pas bien, il essaye plutôt de te convaincre déjà que c'est bien. Pendant ce temps, les Camerounais meurent, ou bien il essaye de te faire taire. C'est-à-dire que voilà le pays dans lequel nous vivons. Donc, même ces personnes qui dénoncent... Et c'est ça qui se passe au Parlement, c'est ce que vous voulez dire? Même ces personnes qui dénoncent, parfois je me demande, ça n'est qu'une imagination de ma tête, c'est pas du cinéma qu'on nous fait. C'est-à-dire, bon, quand nous sommes en réunion, où tout le monde a son rôle, nous sommes 4, chacun a son rôle. Toi, ton rôle, c'est dénoncer. Hein? Nous, on continue à faire ce que nous avons à faire. Puisque si, par exemple, en tant que parlementaire, ton rôle est de dénoncer en tant que parlementaire et de faire entendre ta voix, il y aurait au moins... Par exemple, le MRC a marché pour Covid-Gate et Can-Gate. Vous venez de dire que la même députée avait dénoncé cela. S'il vous plaît. Maintenant que le MRC a marché, excusez-moi, je crois que tout à l'heure tout le monde a parlé, vous n'avez pas coupé la parole. Non, je ne vous donc maintenant, laissez-moi d'abord finir. Quand le MRC marche pour Covid-Gate et Can-Gate, et qu'une députée de la nation dénonce les mêmes choses, elle a la possibilité d'être dehors et dénoncer aujourd'hui l'absentéisme comme si ça venait de naître. Pendant ce temps, ceux qui ont dénoncé ça d'une manière officielle sont en prison, ont les 7 ans de prison, pendant que les vrais criminels n'ont que 10 ans. Bon. Ceux qui ont tué. On ne va pas faire le rapprochement. Les cas ne sont pas pareils. Effectivement, parce que les cas ne sont pas pareils, qu'on se demande comment quelqu'un peut ôter la vie. Ôter vraiment la vie à quelqu'un et qu'on lui donne 10 ans de prison. Et quelqu'un qu'on dit, il a marché, on lui donne 7 ans. D'accord, Marie-Ange, on va rester au Parlement. Honorable, la question, ça revient... Le sujet revient avec emphase sur le plateau. On parle de l'obésité du RDPC au Parlement, à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Cette obésité qui dérange, qui semble créer une sorte de diktat et qui empêche les parlementaires de travailler en leur âme et conscience. Comment on casse cela? Premièrement, l'obésité du RDPC est un résultat qui provient des élections, des suffrages exprimés par le peuple du Cameroun. Oui, la loi doit être plus consensuelle. Oui, les sous-préfets s'en mêlent. Oui, mais je pense que c'est prendre le problème par le mauvais bout. Parce qu'il faut d'abord que, par exemple, le MRC accepte qu'il joue parfaitement à ce jeu-là. Si nous avons une majorité obèse, c'est bien parce que certains partis politiques n'ont pas été capables d'assumer leur positionnement sur l'échiquier politique.
Quand le MRC refuse d'aller aux élections, le MRC avait ses raisons. En 2020. Mais oui, mais alors, ça fait le Parlement d'aujourd'hui. OK? Donc, quand le MRC se plaint, il se plaint à qui? Pour qui? Ils avaient certainement de bonnes raisons. Hein. Je ne vais pas revenir sur leurs raisons. Mais le résultat est là. L'obésité est tout de même le résultat de cette attitude qui n'était pas patriote du tout et qui n'aidait en rien la démocratie. En même temps, on se lève pour dire oui, la démocratie, oui, mais quand on entre dans ces partis politiques-là, dans certains de ces partis politiques-là, on met Mme Fégué là-dedans, ce qu'elle dira remplira plus de poubelles que ce qu'elle a dit concernant les députés du RDPC. Oui, mais... Oui, mais sauf que, honorable, ça c'est pour vous relancer. En 2020, ce n'est pas que le MRC qui a vécu cette situation. Les autres partis politiques, même le PCRN, le SDF et bien d'autres, ont eu des difficultés à composer leur dossier à cause des difficultés. Laissez-moi cette histoire de... Ça peut aussi être une cause de l'obésité. Certains ont même été aidés parce que, vous savez, monter même un dossier pour ces élections locales, c'est pas facile. Et comme ces partis-là n'ont pas de vrai vécu, ils n'ont pas de vrai vécu. Parce que les discours, c'est une chose. Ce qu'ils lisent dans les livres, c'est une chose. Mais le vécu est où? Le RDPC a son vécu, a son passé de parti unique, a son vécu de parti vivant dans un pays démocratique, avec des erreurs, avec des plus, avec des moins, mais on se construit comme ça. On se construit comme ça. Le reste n'est que discours. Pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis parce que quand on se plaint de ce qui est une majorité obèse et qu'on regarde simplement du côté du RDPC, quand on est honnête intellectuellement, on doit absolument aborder le problème de la non-citoyenneté des partis politiques, des autres partis politiques. Il faut aussi le dire. Parce que si on ne le dit pas, on a dit que la moitié d'une vérité. Donc nous n'allons pas nous plaindre d'avoir une majorité obèse. Nous gérons, nous pilotons comme nous pouvons. Oui, l'exécutif est fort. Mais c'est des situations qui arrivent dans des pays, à un moment donné de l'histoire d'un pays. Même en France, tout au long de la 5e République, on a vécu ces situations où l'exécutif a régné, pour dire un mot simple. Donc, pour moi, il faut, si nous voulons avancer dans la démocratie, parce que quand on me cite les pays comme la RDC, quand la RDC a donc fini de faire ça, elle est où aujourd'hui? Quand on regarde nos pays, chaque pays a son histoire, chaque pays a son environnement. L'international influence nos pays d'une façon ou d'une autre. Nous-mêmes, par nos agissements, nous impactons sur ce qui se passe. Alors, citer ces pays en exemple, moi je veux bien, mais je préfère qu'on se dise comment faire pour améliorer chez nous. D'accord. C'est ça, pour moi, la vraie question. Honorable, permettez que je vous relance sur cette question. Il y a également d'aucuns qui estiment que le problème au Parlement, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, c'est aussi l'âge, la moyenne d'âge. Vous voyez, la doyenne de l'Assemblée nationale, plus de 84 ans. Le président de l'Assemblée nationale, 86 ans. Le président du Sénat, 89 ans. Mes souvenirs sont bons. Et le doyen d'âge même, le sénateur René Zengele, 92 ans au Sénat. Est-ce que ce n'est pas aussi ça qui, je veux dire, crispe un peu la machine? Pas forcément, la jeunesse ne donne pas toujours des bonnes réponses. La jeunesse, quand on l'observe, elle est brillante, elle est dynamique, mais elle a souvent choisi des valeurs qui ne peuvent pas porter notre pays haut. Vous connaissez la moyenne d'âge du Sénat français? Non, je pose la question, parce que quand on dit que le Sénat, la moyenne d'âge est aussi un problème. Vous connaissez la moyenne d'âge? Elle tourne aussi autour de 15 ans ou 78 ans. Donc, un Sénat est censé être composé de notables, de personnes assises. Maintenant, au niveau
du Parlement, un rajeunissement est aussi observé. Tout à l'heure, Madame Poupa a fait allusion à... C'est Madame Poupa, non, c'est plutôt Madame Matomba, concernant le profil des personnes qui se retrouvent à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous connaissez la sociologie des gens qui sont à l'Assemblée nationale? Les hommes d'affaires n'y sont pas si nombreux que vous pensez. Pas du tout. Il y a beaucoup d'anciens professeurs de lycée, médecins, instituteurs, cadres d'entreprise, etc. La majorité des parlementaires n'est pas composée des hommes d'affaires. Oui, mais donc, oui, mais honorable, si l'âge ne fait pas problème, la longévité quand même peut gêner. Regardez par exemple, je vais vous prendre un cas, le président Cavaillé Djibril, depuis 92, 32 ans. Oui. Oh, ses prédécesseurs ont à peine 10 ans. Oui. Massé Marigomboa, le premier président, Oui. 1960, 73, nous sommes dans 10 ans. Après, 70, 80, 82, Salomon Tandem-Mouna, 82, 92, Fonka Lawrence, et puis de 92 jusqu'à aujourd'hui, Cavaillé Djibril au Sénat depuis 2013, c'est le président Marcel Nyadi-Fendi. Pourquoi à l'Assemblée nationale, Cavaillé Djibril, l'honorable Cavaillé Djibril, n'a-t-il pas fait aussi au trop 10 ans et passer la main? Simplement parce que ce n'est pas une histoire de théorie. C'est une histoire de vécu. C'est une histoire de conjoncture. C'est une histoire de circonstances. On ne gère pas un pays. C'est écrit dans notre constitution que quand on a fait 4 ans, on doit partir. Non. Vous avez enlevé la partie là. Attendez. Non, mais je parle de celle qui existe et que nous sommes en train d'observer. Oui, là où ça existait, vous donc avez l'âge, nos villages étaient gérés par qui? C'était pas par des notables et des personnes âgées. Oui. Moi, je sais que la jeunesse doit monter au créneau. D'accord. Je sais que la jeunesse doit monter au créneau. Mais la jeunesse doit monter au créneau. Quand vous serez morts. Non, nous ne serons pas morts. Non. Il ne faut pas être fataliste. Nous ne serons pas morts. Non, mais puisqu'elle ne s'organise pas pour le faire. C'est-à-dire que oui. Mais si la jeunesse, pardon. Si la jeunesse non, il n'y a pas de pardon. Tout à l'heure, vous avez dit. Si la jeunesse ne s'organise pas pour s'il vous plaît, arrêtez là. Parce que tout à l'heure, elle s'est plainte. Mais c'est jeune. S'il vous plaît, excusez-moi, madame. Oui, excusez-moi, voilà. Désolée. C'est pas une question mes excuses aussi. Je veux simplement qu'on dise que pour gérer un pays, pour gérer une communauté, toutes les tranches d'âge sont importantes. Je suis aussi d'accord qu'on dise que, en fonction des âges, certains rôles ne peuvent plus être assumés avec efficacité. Si on me demande, moi, parce que je pense que je suis la plus âgée de ce plateau, d'accord? Avec mes 70 ans, mais je ne pense pas que je ne sois pas aussi alerte intellectuellement que vous. Mais par contre, si on nous met pour faire un 100 mètres, je vous dirais, les enfants, avancez, j'arrive, n'est-ce pas? Donc ne faites pas de la jeunesse une sorte de panacée où on pense qu'il y a eu des jeunes qui ont eu des opportunités qui n'ont pas été à la hauteur. Il y a des vieux qui ont eu des opportunités qui n'ont pas été à la hauteur et vice-versa. Donc, pour moi, arrêtez cette histoire d'âge. Organisez-vous dans vos partis politiques à occuper l'espace politique possible. Écoutez, s'il y a 180 députés, même si le RDPC n'en prend que 100, il en reste 80. Mais battez-vous déjà pour avoir ces 80. Pourquoi est-ce que votre combat semble être ce concept de gérontologie ou je ne sais pas trop quoi? Vous n'êtes pas organisé pour les enfants. Organisez-vous, structurez-vous. Le président Matomba, je sais que c'est quelqu'un de très bien, mais il fait son bonhomme de chemin et je pense qu'il va arriver à quelque chose d'efficace. Le MRC doit redevenir citoyen parce que ces fausses marches avec les fausses victoires volées, là, normalement, on ne devrait même plus leur faire confiance. Maintenant, madame, moi, je pensais qu'elle était de la société civile, mais finalement, vous êtes de quel parti? Non, elle est du PCRS. Oh, ma belle voisine. Vous avez vu ce que la jeunesse et l'immaturité a fait chez vous? Honorable, Alain, justement, je vous pose cette question. Ne te mêle pas de ça.
ça. Je vous pose la question. Je dis juste vraiment. Et le vraiment là, c'était quoi? Je vais répondre. Oui, Alette, s'il vous plaît. Alette, vos leaders en 2020, avant d'entrer au Parlement, avaient promis de changer les choses. Aujourd'hui, nous sommes en 2024, à 12 mois de la fin de la mandature. Comment est-ce que vous évaluez votre action, votre projet aujourd'hui? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir changé quelque chose au Parlement? Lorsqu'on entrait en 2020, le discours que nous avions tenu était celui, au lieu d'avoir la mandature d'effets concrets ou bien de changement, parce qu'effectivement nous avons sur 180 députés, nous avons 5 députés. Ça veut dire que même si par inadvertance on était fort, on ne peut pas battre 100, même s'ils ont tous 100 ans, on ne peut pas tous au même moment, ce n'est pas possible. Donc c'était beaucoup plus mettre en avant des idées de la pertinence, c'était de faire avancer les choses et c'était surtout de montrer aussi que cette jeunesse-là peut prendre les rênes et faire les choses avec beaucoup de panache. Donc, notre mandature aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est une mandature qui a beaucoup de frustration. Parce que lorsque nous y arrivions, nous pensions que, bon, ok, nous sommes avec des personnes qui voient et qui veulent aussi construire le Cameroun. Et c'est pour ça que à chaque fois que nous avons eu à faire des dénonciations sur un certain nombre de dysfonctionnements, nous nous attendions à ce qu'effectivement des Camerounais, parce qu'au final, lorsqu'on est élu député, on est l'élu du peuple, on n'est pas l'élu d'un parti politique, d'une formation politique, on est l'élu du peuple et on doit travailler pour ce peuple-là. Et qu'à chaque fois qu'on ait pu faire des dénonciations sur des sujets spécifiques, on a bien vu que les élus du RDPC étaient plutôt favorables à ces différentes critiques, mais au final, quand il fallait voter, la discipline du parti prenait le pas. La discipline du parti prenait le pas. C'est pour cela que... ne sont pas atteints, c'est ce que vous voulez dire. C'est pour ça que je ne dirais pas que nos objectifs ne sont pas atteints. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on demande à un député? Quel est le rôle du député? Madame Atomba l'a très bien expliqué, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Est-ce que le PCRN n'a pas fait ce travail-là? Est-ce que vous n'avez pas vu les députés à chaque fois dénoncer les dysfonctionnements du gouvernement? Vous voyez aujourd'hui l'honorable Cabral Libye enchaîner un certain nombre de vidéos où il dénonce au quotidien cette action du gouvernement qui ne correspond pas aux objectifs qui se sont fixés. Donc, et au détournement. Donc, au départ, il s'agissait juste de changer les choses, il s'agissait juste de faire des dénonciations. Je fais encore une certaine précision. Quel est le rôle du député? Le rôle du député, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Et donc, si on doit légiférer, effectivement. Donc, si on doit faire notre action au Parlement, c'est de contrôler l'action du gouvernement et c'est de légiférer. Est-ce que ces deux actions, nous ne l'avons pas fait? Nous avons effectivement fait ce travail de contrôle de l'action gouvernementale. Nous avons fait des propositions. Nous avons un certain nombre de propositions qui ont d'ailleurs été validées lors de la dernière loi de finances. Ce n'est pas toutes les propositions, sur une cinquantaine, une dizaine ont été validées. Et ça nous a montré effectivement que nous pouvons aussi faire des propositions et ces propositions peuvent aussi être validées pour le mieux-être des Camerounais parce que c'est ça le but. On ne peut pas venir, parce qu'il ne faut pas que les gens fassent des distinguos. Le rôle du Parlement, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. C'est de légiférer. C'est ça le rôle du Parlement. Ce n'est pas là-bas qu'on dirige. Permettez que je vous relance sur cette autre question qui est importante parce que en 2022, le SDF, le PCRN, l'UDC, l'UMS, 16 députés au total se sont réunis pour créer l'Union pour le changement. Bon, on espérait que ce mouvement allait finalement apporter un nouveau souffle à l'Assemblée nationale. Quel est le bilan aujourd'hui de cette union-là? Alors, le travail qui a été fait, c'était effectivement de se réunir autour des partis présents à l'Assemblée nationale, mais également d'autres formations politiques. Nous avions cette ambition de faire la révision du code électoral. Et des propositions ont été faites et il y a une monture, un projet de loi qui a été déposé jusqu'à présent, mais malheureusement, la majorité, vous savez qu'au final, le RDPC a plus de 160 députés, l'opposition n'en a qu'à peine une trentaine. C'est difficile donc de faire mettre à l'ordre du jour un projet ou l'imposer, voir cette proposition. Donc voilà le travail qui a été fait pour que
effectivement, la question de la révision, parce que c'était quelque chose qui était un peu une épine dans le pied de l'opposition qui se plaignait effectivement de ce code électoral. Nous avons fait ce travail et ce travail, nous continuons à le faire parce que jusqu'à présent, le projet n'est pas encore passé. Donc, effectivement, nous attendons que ce projet puisse être validé. Mais qu'à cela ne tienne, je tiens à préciser que et je le dis toujours, je le disais d'entame dès ma première prise de parole, il faut rappeler aux Camerounais que si nous sommes dans cette situation-là, qu'on ne l'oublie pas, c'est parce qu'effectivement, le RDPC a cette majorité. Ça veut dire quoi? Même si vous avez les idées les plus brillantes, il y a la force du nombre. Au final, quand on fait le calcul, la force du nombre s'impose. C'est pour ça que dans vos localités, dans vos villes et dans toutes vos différentes communes, vous devez tout faire pour qu'aujourd'hui, on ait cette opposition-là qui prenne des élus. Parce que ce n'est que par là que les choses pourront changer. Donc, inscrivez-vous sur les listes électorales. D'accord, on va entrer dans les solutions tout à l'heure, mais avant, quelques minutes pour Albertine Matomba et Marie-Ange. Albertine. Oui, merci Olivier. Quand on veut parler de la malgouvernance au Cameroun, j'avoue qu'on ne peut pas tarir de mots parce que le Camerounais aujourd'hui est dans un état de coma face à ce qui se passe autour de lui. Mais l'obésité au Parlement est quelque chose que nous décrions et nous allons continuer à décrier. Pas parce que les partis de l'opposition ne sont pas capables de se faire élire, mais parce que même l'appareil électoral est pris en otage. Tout au Cameroun tourne autour du parti au pouvoir. Quand vous allez à Elekam et que vous avez votre PV et qu'on vous dise que c'est le PV d'Elekam qui fait foi et que ce même PV d'Elekam est entre guillemets concocté entre le sous-préfet et les autorités de la localité, vous comprenez que le chemin est encore vraiment très long. Et comme le disait Mme Poupa tout à l'heure, notre société est un peu complice de ça. On est complice parce que non seulement nous ne votons pas, nous ne nous inscrivons pas massivement et nous ne contrôlons pas l'action gouvernementale, parce que nous devons aussi contrôler l'action du processus électoral jusqu'à la fin. On a vu certains partis politiques menacés d'incendier dans l'Union Ekele si jamais on ne donnait pas les résultats qui étaient issus des urnes, par exemple. Donc, ça veut dire que quelque part, moi, je ne vais pas vous parler de ceux dont j'ai été personnellement témoin, mais c'est juste grave au Cameroun. Comment ne pas vivre une obésité si l'institution qui est en charge des élections travaille pour le parti au pouvoir? Et quand j'entends honorable... C'est votre point de vue. C'est mon point de vue. Quand j'entends honorable taxer entre guillemets les partis d'opposition un peu d'incapables parce qu'ils ne sont pas capables d'arriver là, vous croyez qu'un parti politique n'a rien à faire que de jouer au guignol? Non. Je pense que chacun fait ce qu'il faut pour impacter, pour influencer et prendre des décisions qui vont à l'encontre, n'est-ce pas, qui vont pour le bien-être des populations. Je veux regarder le Parlement aujourd'hui pour chuter et vous dire que je n'ai pas parcouru, certes, le territoire national, mais le peuple qui a élu les députés, je ne vois pas les cabinets parlementaires au travers des villes au Cameroun, avec des personnes vraiment professionnelles au domaine de la jeunesse, au domaine de la femme, et ainsi de suite. Ils sont là pour leur propre bien. Et je veux chuter en parlant de nos... Il y a quelques cabinets parlementaires, sauf qu'ils ne sont peut-être pas assez... Je veux parler de 180 députés, Olivier. Je parle pour impacter, ce n'est pas que les quelques qui ont été élus, mais c'est tout le Parlement qui a été élu. Et même l'argent des micro-projets qui sont qui est donné au niveau de l'Assemblée, on ne sait pas où ça passe, au niveau. Donc aujourd'hui, il est question
doyens d'âge, 100 ans, 80 ans, ils doivent aller en retraite parce que les défis de l'industrialisation auxquels fait face le monde actuel ne sauraient être bénéfiques au Cameroun si on continue à avoir les personnes de 3e âge. Elle l'a dit tout à l'heure, elle ne peut pas faire les 100 mètres, mais même si elle peut donner ses idées, moi, je n'irai pas en boîte de nuit avec mon gamin de 14 ans parce que ce n'est plus de ma notoriété. Il faudrait donc que ceux qui ont été depuis 32 ans puissent libérer pour laisser la jeunesse qui comprend quelque chose à l'industrialisation, au développement, au défi de l'heure, prendre aussi ses responsabilités. On va de ce sujet par les solutions. Je commence par vous, Marie-Ange Ngorbateki. Le mandat de cette 10e législature finit dans 12 mois. Y a-t-il encore moyen pour députés et sénateurs, même députés pour les députés, de rattraper le temps perdu, de sauver, parce que la doyenne d'âge les a interpellés et a fortement recommandé que les lignes bougent? Bon, il y a une idée qui me vient à l'esprit. La doyenne d'âge. Vous avez dit sa dernière sortie, c'était en quelle année? En 2023. À la veille des élections législatives. Non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est chaque année. Le bureau d'âge, non, je vais juste chaque année, ça va. Le bureau d'âge, c'est pas... Quand on parlait de Candidate et Covid-Gate, c'était en quelle année? C'était pendant les dernières élections. Parce que je vous ai dit tantôt que les gens du RDPC, parfois, les gens du RDPC, parfois, ils font leur cinéma pour se moquer de nous. Voilà une doyenne d'âge, à la veille des élections passées, a sorti un mot pour montrer aux Camerounais qu'elle est avec eux. Depuis cette année jusqu'à maintenant, elle sort encore l'autre pour montrer aux Camerounais qu'elle est avec nous. Qu'est-ce qu'elle a fait entre ces 2 ans, ou bien ce moment, entre-temps, pour vraiment implémenter, c'est-à-dire que montrer aux gens que ce que vous revendiquez là, même si je suis de l'autre camp, je suis avec vous. D'accord. Qu'est-ce que le MRC propose alors? Vous proposez pour changer? Pour changer, tout à l'heure, nous proposons à tous les Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales, de ne pas hésiter à s'inscrire sur les listes électorales, d'aller voter et de surveiller leur vote. Oui, mais maintenant, pour qu'il y ait un changement, parce que ce que nous voulons, c'est ce changement. Au lieu que cette majorité obèse, et qui est vraiment obèse, parce que quand on dit obèse, ça a aussi l'obésité entre-temps, qu'elle parte. Parce que, je disais tantôt, Madame Marlise Bell elle a pris l'exemple entre une personne âgée qui réfléchit mieux qu'un jeune qui ne réfléchit pas. J'ai dit, nous sommes dans un cycle de vie où c'est la personne âgée qui forme le jeune. D'accord. Le jeune ne naît pas déjà formé. C'est la personne âgée qui forme le jeune. Aujourd'hui, tous ces échecs mélangés trouvent qu'effectivement, ces personnes âgées ont raté leur mission. Parce que la personne âgée forme le jeune pour qu'il aille en retraite et que son enfant prenne la relève. Mais si aujourd'hui j'ai formé mon enfant, je suis encore au trône et peut-être c'est moi qui nourris encore mon enfant, ça veut dire que j'ai raté. D'accord. Alette, est-ce que les coalitions qui sont en train de se former, maintenant il y a par exemple l'APC de Jean-Michel Nincheux, il y a l'Alliance pour la transition politique de Olivier Billet. Vous pensez que ces coalitions ont des projets pour booster un peu les choses au Parlement? En quelques minutes, vraiment. Vous avez évoqué tout à l'heure... Il faut rappeler que Cabral Libi, qui est président du PCAN, travaille déjà avec Olivier Billet, mais jusqu'ici, on ne sait pas si vous êtes avec Jean-Michel Nincheux aussi, en coalition. Alors, vous avez rappelé tout à l'heure l'Union pour le changement présent à l'Assemblée nationale qui était dans une démarche de construction et ça a commencé par la modification du code électoral, la révision du code électoral, cette proposition qui a été faite à l'Assemblée nationale. Et naturellement, cette
coalition va continuer à travailler de concert. C'est d'ailleurs dans cette optique que des propositions sont faites par des acteurs politiques en vue de préparer les élections de 2025. Vous avez souligné 2 propositions qui ont été faites, l'une par l'honorable Nietzsche et l'autre par le professeur Billet. Effectivement, nous y avons répondu favorablement, notamment à celle du professeur Billet, parce qu'elle répond, elle continue à répondre aux principes qui sont les nôtres, celui de la construction d'un Cameroun et la nécessité qu'on se mette ensemble pour le construire. Et surtout qu'on pense un après, parce que tout le monde constate aujourd'hui que rien ne va plus. Et qu'il y a comme une sorte de ralentissement en fait de la société et de l'industrialisation du Cameroun. Donc, on a besoin de se mettre ensemble et de discuter sur le après. Et c'est important. C'est pour ça que nous partageons cette logique. Nous avons aussi répondu à la vision portée par l'honorable Nietzsche. Nous avons fait clairement dire que nous ne sommes pas dans une logique d'adhésion, nous sommes dans une logique de construction. Donc, dès l'instant où vous êtes dans une logique qui vise à construire, nous partageons vos valeurs. Sinon, voilà, c'est un peu cette logique qui est la nôtre. Donc, je crois que c'est dans cette optique que nous allons avancer. Honorable Malice Bell, la gestion administrative au Parlement, particulièrement à l'Assemblée nationale, fait polémique. Vous savez qu'il y a plusieurs scandales ces dernières années. Il y a le scandale du secrétaire général, notamment il y a le scandale au cabinet du PAN et bien d'autres. La gestion financière qui a été dénoncée par les questeurs dans un rapport des questeurs de l'Assemblée nationale. Est-ce que finalement, il ne faut pas réformer le Parlement pour essayer d'avoir une institution plus forte et crédible? Vraiment, en quelques mots, il faut qu'on passe à... oui, très rapidement, d'abord, je voulais dire à madame et surtout à madame, que le programme de Clean City est un programme, il faudrait peut-être qu'elle vienne pour qu'elle et moi, on en parle, parce que ce n'est pas un programme de parti politique. C'est un programme très important parce qu'on s'est rendu compte que le vrai développement commence par le développement local et que la décentralisation doit se mettre rapidement en place pour que les quartiers, les arrondissements prennent en charge un certain nombre de questions qui concernent l'environnement, qui concernent la salubrité, etc. On a vu, par exemple, Madame Fampou, le travail qu'elle a là-bas à Douala 2e. Est-ce que ce n'est pas magnifique? Et elle n'est pas du RDPC, peu importe, on dira. Ce qui est important, c'est ces managers qui veulent s'impliquer et qui veulent travailler. Isaac Amela, c'est un partenaire de Douala Clean City. Nous, les femmes, nous considérons Isaac Am comme un partenaire. Nous leur signalons effectivement qu'il n'y a pas suffisamment de bacs, que les bacs sont trop, les distances entre les bacs sont trop grandes, et également que les tournées ne sont pas suffisantes. Il faut qu'ils multiplient les tournées. Donc ne croyez pas que c'est une opération comme ça des petites mamans qui n'ont rien à faire et puis qui ramassent les papiers en route. Non. C'est plus important que ça. Faut-il réformer l'Assemblée nationale? Écoutez, moi je suis d'accord que on commence quand on peut. Okay. Et on commence quand on peut. Allons-y directement à la question. Vous faites ce que vous pouvez pour rattraper le temps perdu, parce que vous en avez perdu. Ce que je suis en train de dire, l'Assemblée nationale, comme toutes les grandes institutions, à un moment donné, ont besoin d'être relus. Si le moment est venu de relire, on relira. Mais je ne pense pas que ces crises-là empêchent le Parlement de légiférer et de faire le contrôle, de procéder au contrôle de l'action gouvernementale. D'accord. On finit par vous, Albertine. 2025 arrive, les élections 2025, les élections présidentielles seront là, sont certaines. Comment on fait pour améliorer les choses? Est-ce que finalement il faut des profils? Parce que je crois que l'élection législative est aussi prévue en 2025. Est-ce qu'il faudra des profils comme ceux de Laurentine Nkwa-Feugueux pour le Parlement? Déjà, c'est bien de penser déjà aux élections, mais avant d'y aller, il faudrait tenir en compte tout ce qui a été dit comme remarque, tout ce qui a été fait comme remarque à Election Cameroun. Il me souvient que Serge Espoir Matomba, le premier secrétaire du PURS,
accompagné du Bureau national, a déposé des amendements sur la loi électorale au niveau de l'ECAM et de la primature, à plusieurs raisons, pour permettre aux Camerounais de puissent élire en toute transparence ceux qui vont les représenter. Donc c'est ce qu'il faut commencer par faire, revoir la loi électorale et bien entendu demander au peuple camerounais de s'inscrire massivement sur les listes électorales et voter, parce qu'il y en a qui sont inscrits et qui ne votent même pas. Après le vote, surveiller son vote jusqu'à ce qu'on ne puisse plus être au niveau où on a volé la victoire, voilà, c'est ce que je pense qu'il faut faire. Et donc c'est ce qu'on va retenir pour ce premier sujet. On prend juste un verre d'eau et on revient juste derrière pour le second. Ma fille, la moyenne, la doyenne d'âge. Retour sur ce plateau, merci de rester avec nous. On aborde très rapidement le second sujet, droits des femmes, alerte au féminicide. Les violences conjugales progressent au Cameroun entre 2019 et 2024. Au moins 210 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint et 60% de femmes sont victimes de violences conjugales selon les rapports de la société civile et les institutions. La première question, je vous la pose, Alette Ndjo. Comment comprendre la recrudescence de ce phénomène au Cameroun? En réalité, parler des féminicides, il faudrait avoir une vision assez globale de ce phénomène-là. Il faut effectivement penser généralement à ce qu'on appelle les violences faites aux femmes. C'est très intéressant que ce sujet soit abordé. J'espère qu'il ne sera pas seulement abordé lors du 8 mars, mais qu'on prendra la peine d'en parler beaucoup plus. Parce qu'il faut sensibiliser au maximum les gens sur ces questions-là. Alors, vous le savez certainement, les Nations Unies pensent que les violences faites aux femmes sont les violences les plus répandues, sont d'abord des violences les plus répandues et les plus étendues. Mais à la base, c'est d'abord l'une des violations des droits humains. Il faut d'abord commencer par cela. C'est une violation des droits humains, mais non seulement c'est une violation, mais en plus on constate qu'elle est la plus répandue et la plus étendue, parce que en fait, la plus répandue, simplement parce que les femmes à la base, on est plus nombreuses. Et logiquement, c'est normal que l'on puisse arriver statistiquement à ce type de phénomène, mais également parce que les violences qui sont destinées aux femmes, en réalité, leur arrivent peu importe leur âge, peu importe leur origine sociale, peu importe leur niveau scolaire, ou encore moins leur statut financier. Donc, peu importe, les femmes subiront les mêmes violences, cette réalité-là. Et donc, c'est aussi l'une des violences les plus étendues. Déjà, par le caractère étendu, là, on veut parler aujourd'hui de la typologie, en fait. De la typologie des violences faites à l'égard des femmes. Vous l'avez tout à l'heure souligné. On peut citer notamment les... En réalité, il faut faire cette petite précision. Les violences qui sont destinées aux femmes sont des violences qui peuvent arriver à tout le monde, mais les femmes sont beaucoup plus les cibles de ce type de violence. Donc tout être humain peut être victime de cela, mais les femmes sont les cibles principales de ce type de violence. Et donc, vous avez par exemple les violences conjugales que vous avez soulignées tout à l'heure. Dans la plupart des cas, les violences conjugales sont les femmes qui sont les premières à s'en plaindre. Vous avez les viols et les agressions sexuelles. Les femmes sont les plus grandes victimes de ce type de crimes. Vous avez par exemple les trafics d'êtres humains. Vous vous souvenez encore il y a quelque temps une vidéo des femmes qui se plaignaient au Liban qu'elles se sont retrouvées dans une pièce fermée et tout ça. En fait, c'est une réalité mondiale, le trafic d'êtres humains. Et les femmes sont les principales cibles de ce type de business. Parce que c'est un business pour certains, mais en réalité, on est en train de jouer avec la vie des jeunes filles. Et vous avez également, bien sûr, les mutilations génitales que toutes les femmes ont entendu parler. Et naturellement, les violences institutionnelles. Parce qu'il faut qu'on se rappelle que dans certains pays,
on ne va pas dire certains, comme si nous sommes si éloignés que cela. Vous avez par exemple un pays comme la Mauritanie qui a arrêté une journaliste parce qu'elle avait osé porter un pantalon dans une place publique. Vous avez donc des pays où encore, institutionnellement, on a des lois où on peut arrêter et mettre en prison une femme parce qu'effectivement, elle a porté un pantalon. Ne pensez pas que c'est si éloigné que cela. Parce que je me souviens encore qu'à l'Assemblée nationale du Cameroun, Mme Toumano Damdjoy a eu ce même souci. Parce qu'à l'Assemblée, on dit que les femmes ne portent pas le pantalon, elles ne doivent pas entrer. Et on lui interdit pratiquement l'entrée. Elle a dû se battre, en fait, pour porter un pantalon. Et ça, ce sont justement des violences qui sont déjà institutionnalisées. Donc, c'est normal. En fait, ces violences-là s'expriment par des interdits. On nous interdit de faire ci ou de faire cela. Et donc, ce sont ces réalités-là aujourd'hui qu'il faille comprendre. Parce que vous avez souligné cela encore tout à l'heure. Vous avez parlé notamment de l'étude de l'OMS qui parlait de 65% des femmes en Afrique centrale. Ça, c'est quelque chose qu'il faut... Et si on peut ajouter à cela les études faites par l'Institut national des statistiques, qui, elle a fait des études un peu plus poussées en 2020, où on parlait, par exemple, du cas des violences sexuelles. La plupart des femmes, on parle d'à peu près 13% des femmes qui vont être victimes, qui ont été victimes de ce type de violence, peu importe l'âge. Et on citait notamment une zone comme le centre étant une zone où ces violences étaient beaucoup plus prononcées. Vous avez également les violences physiques dont les femmes sont les plus victimes. On parle à peu près de 39% de ces violences-là, dont nous les femmes, parce qu'il faut qu'on le dise, nous les femmes, nous sommes souvent les plus victimes à partir de 15 ans. Cette précision-là, elle est très importante. Pourquoi? Parce que en réalité, il y avait une vieille publicité que j'aimais bien à l'époque, où on demandait, la publicité, on montrait des petites filles, on demandait à des adultes de donner un coup de poing comme une petite fille. Et tout le monde faisait des gestes, genre donner un coup de poing comme une petite fille, et chacun faisait ça. Et lorsqu'on a interviewé des petites filles, on leur demandait de donner un coup de poing. Elles se plaçaient et elles donnaient de vrais coups de poing. Et cette publicité disait quelque chose de pertinent, c'est à partir de 15 ans que généralement on détruit la confiance en soi des femmes, qu'on le détruit au quotidien par des barrières, par des discours, et on leur fait comprendre qu'elles sont fragiles. Et à partir de là, c'est pour ça que c'est la composante qui a le plus subi ou subit le plus des violences. D'accord. Honorable Alice Bell, comment expliquer la recrudescence des cas de violence faites aux femmes aujourd'hui? Bon, j'adhère d'abord à tout ce qui vient d'être présenté pour un peu le chapeau qui vient d'être présenté pour planter le décor. Et à cela, je voudrais dire que je suis très fière des lois actuellement en vigueur dans notre pays. Le nouveau code pénal, bien que le code de la famille ne soit pas encore en place, mais le nouveau code pénal en 2018 a ramassé quand même l'essentiel pour protéger la femme camerounaise. Maintenant, entre la loi et la mise en application de la loi, il y a tous les freins qu'on connaît qui sont des freins culturels. Les hommes n'arrivent pas à s'adapter à cette nouvelle vision du pays par rapport à la femme. Et je voudrais également dire que l'homme est plus fragile que la femme. Et pour cette raison, l'environnement l'affecte plus que la femme. Et ça se traduit généralement par quoi? Ça se traduit, même si ce n'est pas des psychopathes, parce qu'il existe des psychopathes qui nous côtoient tous les jours, on ne les connaît pas, c'est quand les actes sont perpétrés qu'on se rend compte qu'en fait ce monsieur était un malade. Mais l'homme en général a comme perdu confiance en lui-même, parce que quand l'homme se retrouve en difficulté, pour l'homme, on lui a appris dès le bas âge qu'il est le chef. Et après, il est le pourvoyeur. Et être pourvoyeur, ça lui confère et la puissance sexuelle et la puissance tout court. Et puis, brutalement, il cesse d'être pourvoyeur seul. Parce que la femme commence donc à s'autonomiser et à
gagner sa vie. Elle s'organise même dans des environnements qu'on peut considérer comme vulnérables. Elle a sa petite tontine avec ses amis. Elles organisent un petit repas à la fin du mois, etc. Donc, elle a une vie qui n'est plus tout à fait sous le contrôle de l'homme. Et j'ai l'impression que ce changement de statut perturbe beaucoup les hommes et s'ensuit donc un complexe d'infériorité, non, mais en fait un mal-être qui fait que pour imposer sa loi, il est obligé de violenter, il se sent obligé de violenter sa femme. Mais tout le monde est aussi complice de ça. Le quartier est complice de ça. Parce que des fois, on entend des cris dans une maison, mais les gens ne se mobilisent pas pour aller arrêter ça. Les familles sont complices de ça. Parce que les familles, de moins en moins, évitent de se mêler de la vie du couple. Donc moi, je pense que les valeurs africaines qui mettaient le couple au centre d'une communauté étaient plus positives parce que ça permettait de rétablir des déséquilibres qui pouvaient survenir dans les couples. Bon, c'est vrai, il y a des empoisonneuses qui gâtent, comme on dit, qui gâtent les mariages, ça existe, mais je pense que l'œil des parents sur le couple est un œil bienveillant, peut aussi aider le mari en difficulté à retrouver à s'adapter et à retrouver un fonctionnement qui le valorise tout autant, etc. L'autre conseil, c'est à mes filles, le fait que nous nous autonomisions et que nous devenions ce que nous sommes, doit nous faire prendre conscience du rôle qui est le nôtre, qui est le socle de la cohésion. Donc, c'est même à nous d'encadrer ces hommes qui se retrouvent en difficulté et qui trouvent en la violence le seul moyen de conserver leur leadership. Albertine Matomba, certaines femmes, généralement, dès le début d'une relation, perçoivent les signes de violence chez leur conjoint, mais malgré cela, malgré ces observations, elles décident de rester jusqu'à ce que parfois l'irréparable se produise. Comment est-ce qu'on explique cela? Est-ce qu'il s'agit là du syndrome de Stockholm, comme on le dit souvent? Je pense que la femme est quelquefois prise dans les taux de la civilisation, de la coutume, du qu'en dira-t-on. Et étant donné que les statistiques sont là, les statistiques le prouvent, il y a plus de femmes que d'hommes. Elle pense que se marier est juste une fin en soi. Mais je voudrais, pour répondre à cette question, rappeler que le fait qu'on parle de la femme marginalisée, le fait qu'on parle des droits de la femme, c'est une façon même de marginaliser la femme. Tout simplement parce que la femme est un être humain à part entière. Voilà pourquoi les lois fondamentaux des différents pays nous parlent que nous sommes égaux en droit et en devoir. Une femme qui travaille paye autant ses impôts qu'un homme. Donc pourquoi parler des droits des femmes et non des droits des hommes? Vous allez voir que dès lors qu'on commence à parler des droits de la femme, il y a aussi les hommes qui sont marginalisés, mais on n'en parle pas. Je veux dire assez souvent. Mais dès lors qu'on commence à parler des droits réservé à la femme, c'est déjà la rabaisser. Voilà pourquoi au PURS, il n'y a pas de section femmes comme dans beaucoup de partis politiques ou de section jeunesse parce que nous avons tous les mêmes chances dans la société d'impacter. Maintenant, la femme qui reste, beaucoup, comme je le disais, sont emprisonnées par la société parce qu'elles ont eu des enfants, parce qu'elles n'ont pas de valeur intrinsèque en elles-mêmes. La femme, depuis les âges, est victime de la civilisation. Il y en a qui n'ont pas étudié, il y en a qui n'ont aucune valeur que celle d'être appelée épouse. Donc, elle pense que si elle quitte le foyer, elle n'a plus rien à faire. Et pour cela, pour que ce genre de cas n'arrive pas, il faudrait qu'une femme qui se marie pour une complémentarité et non parce que l'homme doit absolument être son petit Dieu sur terre. Je parlais tantôt dans le premier sujet des défis de
l'industrialisation et de la mondialisation. Dans des autres pays développés, on voit que la femme comme l'homme apporte quelque chose dans le panier qui concourt au bien-être du foyer. Mais chez nous, l'homme doit quand même toujours être celui qui apporte. Parce que la femme, à la base, n'a pas été formée pour ça. Et elle n'a pas d'autre choix que de se laisser marginaliser, espérer que l'homme va changer. L'homme qui se prend pour le grand Manitou parce que la culture le lui permet. On aura beau parler des droits de la femme, socialement, la femme n'est pas née pour être l'égale de l'homme. Parce que dès la création, Dieu a dit qu'au niveau de nos foyers, parlons des foyers, lorsqu'on parle des droits de la femme, ça ne doit pas être dans le foyer. Parce que dans le foyer, l'homme est le chef de la famille. Ceux qui lisent la Bible pourront faire un tour dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 22, ils trouveront les solutions. Mais dans la vie sociale, on parle de responsabilités sociales. Ce que les femmes doivent représenter dans la société, c'est là où doit être le débat. Marie-Ange Ngobateki, on indexe régulièrement les hommes tout le temps, violence faite aux femmes, des hommes contre les femmes. Mais est-ce que, quelque part, les femmes ne sont pas elles-mêmes responsables de leur déboire? Avant de vous répondre, j'aimerais d'abord faire une remarque. C'est la première fois que je viens sur ce plateau. Voilà. Et je vous ai dit la prochaine fois, vous m'invitez quand le plateau est mixte. Mais j'ai comme une impression, c'est une impression que j'ai ressentie tout à l'heure, que quand je prends la parole, je n'ai pas droit à 2 minutes de parole. Pendant ce temps, les autres parlent, ils ont le temps d'argumenter, de dire ce qu'ils ont dans leur cœur. Mais à peine je parle, non, peut-être nous sommes nous deux, à peine je parle, après je prends la parole, vous dites, on est pressé. Par exemple, on était pressé de finir le premier thème, qui devait finir chez moi, mais après ça a repris. Non, rassurez-vous, voilà. Le temps de parole donc, est reparti équitablement. Je dis donc que la prochaine fois que je suis sur le plateau, vous donnez le temps à tout le monde. Quand vous voulez couper la parole, vous le coupez à tout le monde quand son temps est arrivé. Vous ne coupez pas la parole à certains qui ont les arguments à faire pour donner à d'autres quand vous dites que le sujet est fermé. Là, alors, je vous donne le temps d'argumenter. Là, maintenant, je vais vous répondre pour que ça ne se répète plus. Parce que c'est comme ça que je suis. Oui, parfois, ma foi. Les femmes, parfois, poussent souvent les hommes à bout. J'étais sur un plateau dernièrement où on disait qu'un ministre a dit que l'homme qui ne peut pas supporter la gueule de la femme, la bouche de la femme, mais je dis ça c'est une injure pour la femme. Ça dit qu'on considère la femme que c'est sa bouche qui fait d'elle une femme. Tu oublies en passant que tu sors du ventre d'une femme, dont ta maman a la bouche. Mais c'est cette bouche qui t'a élevé. C'est cette bouche qui fait de toi un homme aujourd'hui. L'homme n'a que 2 êtres dans sa vie. Sa maman et son épouse. Il n'y a pas 2. Seulement que parfois, nous les femmes, nous ne connaissons même pas le pouvoir que nous avons sur les hommes parce que, effectivement, comme l'a dit Marie-Lise Bell tout à l'heure, la genèse, le passé, nous a montré qu'on devait encadrer un homme d'une certaine manière. C'est-à-dire en tant que peut-être, je dis entre guillemets, chef de famille. Parce que ce ne sont pas tous les hommes qui sont tous les chefs de famille. Mais c'est parce que le passé nous a montré ça, entre guillemets, et qu'aujourd'hui, ça a donné un certain pouvoir aux hommes. J'étais quelque part hier où on dotait une fille et où on a dit « Ne reviens plus jamais ». J'ai dit, je me suis levée, j'ai dit « Reviens si on te tape ». Rentre chez toi. Parce que voilà ce qui nous tue les femmes. Et les hommes sont toujours prêts à le dire de nos papas qui sont complices à nos maris. Parce que quand le papa donne sa fille en mariage, le mari se dit il est le chef. Tu peux être le chef de famille si tu le mérites. Parce que de nos jours,
tout est... Parce que imaginez, hein, même dans les antiquités, même avant, un chef de famille était celui qui prenait en charge tout dans la famille. Et la femme était ménagère. Elle faisait la cuisine, elle lavait les habits, elle repassait les habits de l'homme. Et l'homme venait avec le gibier, il donnait à la maman, avec les autres. Aujourd'hui, la femme, tout comme l'homme, sort à 7 heures, comme l'homme, d'ailleurs, elle sort à 5 heures pour aller attraper le poisson à Youpé. Mais maintenant, il faut que quand elle rentre le soir, dans la fatigue, tu lui mets encore la pression que tu es le chef. Et pourtant, elle aussi, elle subvient aux besoins. Si ce n'est pas de sa famille, parce que les hommes ont tendance souvent à reprocher aux femmes qu'elles s'occupent plutôt de leur famille, d'où elles viennent. Mais c'est toujours des familles. Elles s'occupent quand même des gens. Donc, elles ne dorment pas à la maison. Donc, les femmes méritent ce respect. Que quand elle part à mariage chez un homme, que l'homme la respecte comme un être humain, qu'il ne la prenne pas comme un cadeau que la belle famille lui a offert. Donc, ça veut dire qu'il peut faire ce qu'il veut. Maintenant, il faut que nous aussi, les parents, surtout nous les mamans, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous nous mettons aussi un peu à l'éducation, que nous regardons l'éducation en ce sens de nos enfants. Quand tu as un garçon, que tu arrives chez lui qu'il est marié, tu le trouves en train de laver ses habits. D'accord. Tu montes dans tes gonds que, mais pourquoi tu laves les habits pendant que ta femme est là? Mais pourtant, c'est ce que nous, les femmes, nous revendiquons qu'il y ait cette égalité-là, qu'il n'y ait pas un travail pour les hommes ou bien un autre pour les femmes. D'accord. Merci. Alette Ndiaye-Poupa, quelle analyse faites-vous du cas Hervé Bobda qui a défrayé la chronique tout récemment? Alors, déjà, il y a deux paradigmes. Celui déjà des prédateurs sexuels qui sont légion en fait dans notre société, vu l'état de déliquescence financier de la plupart des jeunes filles. Et on a de plus en plus ces prédateurs sexuels qui profitent justement de la volonté des jeunes femmes ou des jeunes dames de voir ou d'espérer mieux. Mais également, il faut noter aussi l'attitude que la société prend de plus en plus pour contrecarrer ce type de phénomène. Parce que pour l'affaire Bobda, effectivement, vous avez vu comment plusieurs acteurs de la société civile, même des citoyens lambda, se sont mobilisés en réalité pour dénoncer ces faits. Et parce que ça a touché, ça a vraiment bouleversé beaucoup de personnes et des gens se sont dit il faut que ce genre de choses ne se reproduisent plus. Bon, aujourd'hui, les enquêtes sont toujours en cours, il n'est pas encore déterminé effectivement sa culpabilité, mais moi j'ai beaucoup aimé justement la réaction de la société camerounaise parce que à l'époque c'était pas forcément ça la réaction. Quand on voyait des violences, je me rappelle une fois un journal que j'avais regardé à la CITV, c'était une chaîne concurrente et le journaliste justement filmait une scène où un homme se battait sur une femme en pleine rue. Et il s'est étonné, offusqué que personne ne réagissait. Et ça, c'était, je pense, c'était début 2010. Mais au jour d'aujourd'hui, on voit de plus en plus de réactions face à ce type de phénomène. Parce que non seulement, c'est vrai que c'était devenu aussi une façon d'agresser de certaines personnes qui utilisaient cette technique pour pouvoir agresser des femmes, mais la société aujourd'hui a commencé à réagir pour protéger. Et ça, il faut le reconnaître, que notre société aujourd'hui intègre déjà que battre sur une femme, c'est quelque chose d'interdit. On voit également, même dans les comédies, moi j'avais souvent de la peine quand je regardais les comédies camerounaises, où je voyais comment on attaquait sur des femmes, on battait sur des femmes, et ça faisait rire. On en faisait des comédies. Au jour d'aujourd'hui, on voit déjà que ça diminue. Et là, ça veut dire que la société prend de plus en plus conscience de ce qu'il faut empêcher que des gens puissent profiter de la jeune fille. Il faut tout faire pour protéger les jeunes filles dans ce cadre. D'accord. Honorable, les associations de défense des droits des femmes estiment que la justice, les services de police, gendarmerie, du moins les appareils répressifs de l'État ne jouent pas véritablement leur rôle, que des plaintes sont déposées, mais finissent toujours
sans suite, les coupables ne sont pas interpellés, etc. Est-ce que vous avez le sentiment que ce n'est pas l'une des causes de la recrudescence de ce phénomène, l'impunité? Non, d'abord c'est un phénomène mondial, comme disait Madame Poupa. La violence sur les femmes est un phénomène mondial. Maintenant, en ce qui concerne notre environnement à nous, est-ce que vous savez qu'il y a sur 100 femmes, il y en a 80 qui se refutent le moment donné au niveau des tribunaux, dès que l'affaire doit commencer? Parce que quand vous avez donc amené votre mari au tribunal, est-ce que vous êtes véritablement préparé à ce qu'il aille en prison? La famille va devenir quoi? C'est tout ça qui fait aussi que des femmes violentées sont obligées d'avaler des couleuvres pour sauver la famille. D'autre part, nos infrastructures ne sont pas encore suffisamment importantes pour l'accueil de ces femmes en détresse. Votre mari tape sur vous et même vous blesse. Vous sortez de la maison, vous courez chez le papa ou chez la tante, puisque le papa peut être au village. Qu'est-ce qu'on fait? On vous ramène à la maison. Vous livrez à votre bourreau. Donc, franchement, je parlais de tout ça tantôt. Entre les lois de notre pays, qui somme toute protègent véritablement la femme, et la mise en application, il y a le frein culturel. Parce que ces hommes qu'on rencontre dans les tribunaux, ce sont des hommes. Ils vont très vite essayer de vous faire comprendre que oui, madame, vraiment, on vous comprend, mais vous voyez, votre mari a fait mea culpa, et tout ça. La maman vient appuyer par derrière. Ouais, ma fille, toi, tu crois que c'était facile pour moi? Si je n'étais pas restée, est-ce que vous auriez grandi? Etc. Donc, il y a tout un environnement culturel qui ne favorise pas la répression de ces cas de violence. Donc, ça va se faire petit à petit, ça va se faire tout le long. Vous avez entendu le discours sur la place de la Bessèque. On a égrené toutes les insuffisances par rapport au leadership des femmes dans les institutions, etc. etc. Mais quand on égrène cela et qu'on voit affiché que le gouvernement a accepté que le thème soit investir dans la femme, 2 points, accélérer. C'est parce que lui-même, le gouvernement, voit que malgré tout ce qui est fait, les programmes qui sont mis en place, etc., nous n'avons pas encore atteint le niveau requis, le niveau qui serait convenable. En France, je pense qu'il y a 38 femmes préfets sur 180 ou je ne sais pas combien de préfets. Chez nous, il y en a combien? C'est les freins. Ce n'est pas parce que les femmes ne peuvent pas. Ce n'est pas parce qu'elles n'en ont pas les capacités. Mais c'est parce que les hommes vont dire la préfectorale est une charge tellement importante qu'une femme peut ne pas avoir toute la force de le porter. Mais la femme, pourtant, Dieu l'a créée comment? En la tirant de la côte. N'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est le partenaire le plus proche de l'homme. D'accord. Il ne l'a pas tiré de la tête. Il ne l'a pas tiré du cœur. Mais il l'a tiré de la côte pour dire, tu restes avec moi parce qu'on va faire ensemble. C'est comme ça que les hommes devraient se comporter et c'est comme ça que les femmes devraient comprendre ce partenariat. Et surtout savoir que l'homme, lui, il est tiré de la boue. Donc il est bien plus... Dès qu'on verse l'eau... D'accord. Albertine Matomba, est-ce que le paradigme qui consiste à inculquer à la jeune fille aujourd'hui qu'il y a égalité entre l'homme et la femme n'est pas un frein aussi, ou bien tout au moins ne crée pas une rivalité dans les couples ou les foyers, parce qu'on voit clairement certaines femmes aujourd'hui qui contestent même l'autorité de l'homme, soit dans un foyer ou dans un couple. Est-ce que ce n'est pas aussi un problème qu'il faut résoudre avant pour aborder cette question de violence aux femmes? Oui, je l'ai dit d'entame lorsqu'on a commencé ce sujet. Je pense que le problème est un problème d'information et d'éducation. La jeune fille qui refute l'autorité de l'homme, c'est dans le cadre familial.
dans un foyer. Je suis une femme spirituelle, donc je donne à mon mari toute l'autorité que le confère le Créateur, c'est-à-dire Dieu. Dieu a dit que la femme doit être soumise à son mari. Donc quand vous sortez avec votre doctorat S-lettres, S-mathématiques, et que vous rentrez à la maison, vous êtes l'épouse d'eux. Vous ne pouvez pas vous égaler à l'homme. La jeune fille aujourd'hui doit être enseignée sur ces bases fondamentales. C'est parce que la famille même aujourd'hui ne joue plus son rôle d'éducateur. Maintenant, sur le plan social, j'ai tantôt parlé de responsabilité sociale. Est-ce que la femme est capable, elle l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'elle est capable d'assumer le rôle de préfet? Dans notre gouvernement, on a combien? On a 18 femmes, je ne sais plus, sur 60 combien. Mais est-ce à dire qu'on n'a pas assez de femmes qui peuvent assumer ces rôles? Je dis non. La femme, d'ailleurs, elle est très prévenante. La femme mérite, elle est l'égale de l'homme. Je l'ai dit tantôt, on paye les mêmes impôts. On paye les mêmes impôts dans nos salaires, nous travaillons. Et aujourd'hui, l'avancement de la société a montré qu'il n'y a plus de métier tabou. Il n'y a pas de métier tabou. Celles qui ont eu la capacité d'aller à l'école peuvent être des pilotes, peuvent être des ingénieurs, peuvent être des présidents de partis politiques et pourquoi pas les présidents de la République. On a vu ça sur d'autres cieux. Maintenant, il faudrait vraiment que la société se renouvelle, qu'on renouvelle l'intelligence. La femme qui veut crier sur son mari à la maison, c'est celle-là qui n'a pas reçu une éducation de base. C'est celle-là qui est surprise peut-être par les moyens financiers. Déjà que la société aujourd'hui confère à la femme, à la jeune fille, je veux dire, le rôle d'influenceuse. Quand on est influenceuse, on a réussi et alors l'homme ne sait rien dire. Ce n'est pas de ce genre de femme. Et je pense que ces jeunes filles qui veulent à tous les coups être des influenceuses sont en danger et elles ont besoin d'être aidées avec une éducation, avec un renouvellement de l'intelligence pour les recadrer. Vous avez étudié, vous êtes femme, vous déposez votre dossier au même titre qu'un monsieur, vous avez le droit, si vous avez les compétences, d'occuper un poste. Qu'on ne vous traite pas. Notre justice semble être indépendante. Pourquoi traiter de façon inéquitable les citoyens d'une même nation? Je trouve que ce débat n'est pas à mettre sur la table. Donc aujourd'hui, la jeune femme qui veut être l'égale de l'homme a besoin de rentrer dans les fondements de la famille pour qu'elle soit éduquée et que les mamans prennent de plus en plus les responsabilités parce qu'il y en a qui, découragés par les conditions sociales, ont aussi démissionné de leur rôle de mère et d'éducatrice. D'accord. Marie-Ange Ngobateki, est-ce que vous avez le sentiment que les actions menées par le gouvernement pour éradiquer ce phénomène, il y a des ministères dédiés à questions féminines, il y a par exemple le ministère de la promotion de la femme et de la famille, il y a par ailleurs le ministère des Affaires sociales aussi. Est-ce que vous avez le sentiment que l'action du gouvernement a un impact pour éradiquer ce phénomène au Cameroun? La dernière fois que la ministre est sortie, c'était, je me rappelle, je crois, il y a cela 1 an, quand ce bébé a disparu à la cantine, je crois, qu'elle a fait une sortie, après même qu'on ait beaucoup insisté pour qu'elle dénonce cela, mais depuis rien, tout est calme, c'est plat. Les gens meurent, les jeunes filles meurent, on tape. La dernière fois que je l'ai aperçue, c'était à l'inauguration d'une banque pour les femmes. Mais donc je veux dire, sur le cas Hervé Bobda. Je veux dire, le cas Hervé Bobda est un cas parmi beaucoup d'autres. Hervé Bobda, ce n'est pas parce qu'il a été médiatisé ou quoi. Les femmes souffrent et nous n'avons personne, je dis bien personne, pour d'une manière ouverte. Parce qu'aujourd'hui, les membres du gouvernement ou bien les affidés, parce que quand je parle même de celles qui aujourd'hui, elles dénoncent l'absentéiste et tout, au niveau du Parlement, personne
n'est là pour revendiquer vraiment ce que les femmes subissent en longueur de journée. Les femmes qui sont battues, je ne dis pas qu'elles sont des saintes, hein. Il y en a qui sont vraiment invivables. Mais seulement, est-ce que c'est une manière de les ramener à la maternelle? Parce que même à la maternelle, on tape les enfants à la maternelle aujourd'hui. Ce n'est pas une manière. Ces femmes qui sont là devraient trouver des solutions pour que ça s'arrête. Et maintenant, si elles sont, moi je dis, les femmes du gouvernement, je dis, elles sont comme complices. Si elles sont complices, elles ne revendiquent rien. Voilà une journée du 8 mars qui est passée. C'est la fête du 8 mars. Ce n'est pas la journée du 8 mars. Donc, normalement, si nous voulions suivre le combat que les femmes ont commencé dès ce 8 mars, ce serait qu'à chaque année, quand on trouve un problème, l'année prochaine, on fait même la résolution de ce problème qu'on a trouvé l'année précédente. Mais aujourd'hui, il y a des slogans qui arrivent, on nous parle de l'industrialisation, de trucs numériques, ainsi de suite, pendant que les femmes meurent tous les jours. Et le phénomène qui est crucial, c'est le rejet des parents, de la souffrance qu'une femme peut avoir dans son foyer. Parce que c'est l'homme qui épouse la femme. Parce que quand on dit, l'homme peut dire à la femme, mets-toi dehors. Il ne veut plus de toi, mais il te frappe, il peut même t'enfermer. Mais pendant ce temps, et c'est la même chose même tout à l'heure, même pour les enfants mineurs, la même brutalité que ces enfants peuvent avoir, et tout le monde observe. On te dit, peut-être c'est la tradition. Mais la tradition, à l'époque, les filles ne fréquentaient pas. Hein. C'est ce que disait la tradition à l'époque. Elles restaient à la maison faire des chants. Aujourd'hui, le monde a évolué. Parce que quand tu entends les reportages, on te dit, dans le pays bantou, si on rentre dans le pays bantou, on vivait de la pêche et de la chasse. On ne vivait pas, on ne travaillait pas, on n'allait pas à l'école. Donc, si tu as quitté le pays bantou pour aller à l'école, ça veut dire que c'est pour une certaine modernisation et que la femme est aussi devenue moderne. D'accord, Alice Bell, vous voulez réagir en quelques minutes et on passe aux solutions. D'accord, je voulais réagir pour dire que, comme disait Madame Matomba, en fait, le foyer, le cocon familial est un lieu privilégié. Mais si la femme attend quand même un peu de l'homme, dans le changement de comportement et d'attitude, c'est que nous sommes surchargés. Parce qu'en plus de ce travail du foyer, nous devons assumer l'entreprise. Nous devons assumer notre business. Donc nous avons déjà une charge importante. Quand on arrive à la maison, le coup de main du mari est vraiment important, indispensable. Et je voulais aussi vous dire que le ministre a bien parlé de la bouche. Mais ma petite fille, il y a des femmes ici, le mari tourne à gauche, tu es derrière lui, oui, tape-moi alors, tape-moi, tu es même qui? Tu es aussi. Bon, mais quand il a dit ça, ce que tu as oublié de dire, c'est qu'il a dit tout de suite que aucune raison ne justifie qu'un homme violente sa femme. Ça, c'est encore lui qui l'a dit, juste à la suite de l'autre propos. Mais il a quand même souligné que nos bouches travaillent quand même beaucoup. Bon, maintenant, concernant ce problème de violence et j'en reviens encore au développement local. Il faut que la décentralisation soit prise en charge par le local, le quartier. Que fait le chef de bloc? Est-ce qu'il organise même des petites rencontres des jeunes filles pour qu'on vienne leur parler, qu'on vienne les éduquer? Parce que autrement, tout ça reste très aérien. D'accord? Les femmes instruites en savent, à café, j'en sais, le ministère envoie les politiques publiques, mais est-ce que ça va atteindre la jeune fille? C'est pour ça que dans nos partis, Madame Matomba, nous avons créé ces sections aussi féminines, parce que souvent le décalage entre les hommes et les femmes, sans compter les tabous traditionnels, qui font que dans certaines régions, les hommes et les femmes ne s'assoient pas ensemble. Donc du coup, on est obligé de trouver ce canal pour pouvoir adresser les messages qui sont spécifiquement féminins aux femmes. Mais bon, votre option, c'est aussi une option, hein, je ne la critique pas, mais c'est pour vous expliquer pourquoi
ces rassemblements, comment on appelle ça, les regroupements annexes des femmes et des jeunes peuvent avoir du sens. D'accord. Arlette, pour sortir du sujet, quels moyens de prévention conseillez-vous, recommandez-vous pour stopper les violences faites aux femmes? Déjà, c'est une construction parce que c'est une problématique qui a tellement duré, qui a tellement mis du temps que c'est pas évident de trouver une solution qui sera pérenne. Mais c'est de continuer à sensibiliser. Parce que c'est d'abord cette prise de conscience qui est la première. Je pense que les mamans sur le plateau l'ont souligné, il faut sensibiliser les jeunes filles. Mais également, il faut protéger la jeune fille. Parce que c'est bien beau de venir dire aujourd'hui que la femme porte le poids du monde. On a déjà suffisamment porté le poids du monde. Je pense qu'il est aussi temps qu'on construise une société où la femme ne nous a pas seulement envoyés sur terre. Il faut aussi qu'on change de paradigme. Parce que vous ne pouvez pas demander à la jeune fille d'être posée et tout. Mais quand vous regardez aujourd'hui les violences dont elles sont victimes, j'ai parlé de violences sexuelles là tout à l'heure. Mais lorsque vous avez par exemple une jeune fille qui subit l'inceste par un père, un frère, un oncle de la famille, on vient de détruire quasiment la construction et la barrière sociale qu'elle s'est construite. Et vous avez donc une jeunesse qui sera forcément complètement à la renverse. Donc, c'est de protéger au maximum la jeune fille. On attend toujours que le code de la famille soit mis sur pied justement pour encourager, continuer à faire ce travail-là. Mais on attend aujourd'hui aussi qu'auprès des autorités, qu'il y ait beaucoup plus de centres d'écoute. Parce que le problème aujourd'hui aussi se trouve au niveau des familles. Lorsque une jeune fille lorsqu'elle dénonce ces pratiques-là, généralement c'est dans la famille qu'on lui dit laisse. Sauf que le prédateur qu'on a laissé, il va continuer sa sale besogne sur d'autres enfants. Donc il faut aujourd'hui qu'on prenne conscience tous ensemble de ce qu'il faut protéger au maximum et de ne plus laisser forcément les prédateurs prendre le pas. Parce qu'une fois que vous avez gâté cet enfant-là, vous avez forcément quelqu'un qui va grandir avec une certaine vision et après vous allez vous plaindre de voir ces enfants se balader sur les réseaux sociaux pratiquement nus. Mais c'est un construit qui est arrivé à cela. D'accord, il nous reste très peu de temps. Albertine Matomba, que proposez-vous pour que les femmes puissent désormais braver la peur de dénoncer les cas de violence? Déjà, je pense qu'il faut d'abord travailler pour prévenir les cas de violence avant de les dénoncer. Et on a besoin de voir les hommes qui reviennent à l'instruction primaire de Dieu qui dit l'homme doit aimer sa femme. Il y a un manque d'amour dans le foyer. C'est ça qui produit la violence au niveau des foyers. Maintenant, pour y prévenir, il faudrait que la jeune dame soit autant autonome, soit autant libre de ses mouvements, libre de s'exprimer. Il y en a qui veulent même parfois dénoncer ou intenter des actions, mais n'ont pas les moyens pour, parce qu'économiquement, elles sont limitées. Il faudrait donc, et ce n'est pas demain qui va nous montrer le contraire avec l'inflation qui nous envahit. Et il faut donc poser des actes forts d'où la partie accélérer le rythme m'intéresse beaucoup. Certainement, des choses sont faites, mais elles restent vraiment à améliorer. Il faudrait que la femme soit autonome, qu'elle soit entreprenante et les pouvoirs publics doivent donc intensifier. On a des ministres en charge qui devraient axer leur action sur l'équilibre social de la femme. Parce qu'une femme qui n'a pas étudié, qui ne sait rien faire, elle va que subir et elle ne pourra pas dénoncer. Voilà pourquoi au PURS, pendant cette semaine, le premier secrétaire Serge Espoir Matomba a permis qu'il y ait des formations à des femmes. Comme l'a dit Madame Poupa tout à l'heure, on a appris aux femmes à entreprendre et à savoir gagner, entre guillemets, de l'argent pour leur équilibre social. Marie-Ange Ngopateki, est-ce que la sensibilisation ne devrait pas commencer finalement par les écoles, les établissements scolaires, les jeunes filles? Pourquoi vous insistez sur les jeunes filles? C'est les jeunes hommes aussi qu'il faut sensibiliser, qu'il faut former. Exactement. Parce qu'une femme n'a jamais tapé une femme. Enfin, ça arrive, mais rarement. Mais
nous parlons ici dans le cas de violences presque conjugales, ou bien de tontons, donc ça vient d'abord d'un homme à une femme. Moi, je me dis, comme je l'ai dit à l'entame, l'éducation, nous les mamans, nous devons commencer à éduquer nos garçons, à leur dire que si on dit que la femme est un sexe faible, c'est peut-être parce qu'elle est faible physiquement, mais c'est pas qu'elle soit faible aussi moralement. Et c'est pas automatique que quand on dit femme sexe faible, ça veut dire que homme sexe fort. C'est-à-dire que cette éducation doit être à l'école. Maintenant, effectivement, disons pour les femmes, comme l'a dit tantôt tout à l'heure, la fille qui va bomber le torse devant un homme, tu peux me faire quoi? Tu vas voir un mastodonte devant toi, tu vois une petite fille comme ça. J'ai déjà vécu les scènes comme ça et c'est des filles qu'on violente vraiment très mal, que tu ne peux pas intervenir. Parce que parfois, il y a des femmes qui aiment qu'on les tape. Hein. Il y a certaines femmes qui sont à l'aise quand on les tape. Bon, donc de ce côté-là aussi, il faut leur dire que il faut avoir une certaine grandeur. La grandeur n'est pas d'affronter l'homme face à face. Non. La grandeur, parfois, c'est de montrer à l'homme que, bon, comme tu veux montrer ta force, moi, j'ai fermé ma bouche, mais tu n'es pas plus fort que nous. Donc, c'est une certaine manière de montrer cette grandeur-là. Maintenant, dans le cadre de la famille, de la maison, nous devons apprendre à nos garçons qu'il n'y a pas une grande différence entre le garçon à qui tu sers comme un papa, un petit garçon, tu le sers déjà comme un papa, et la fille qui doit rester avec toi dans la cuisine parce que papa et son fils sont en train de manger au salon. Déjà, nous devons reprendre ça. Maintenant, il y a aussi autre chose que l'État, le gouvernement, a un peu raté concernant aussi la prise en charge des femmes qui sont battues. S'il y avait une cellule fermée, c'est-à-dire qu'elles ne sont même pas ouvertes à tout le monde, où tu sais que si on me tape, je pars d'abord là-bas me cacher. Après, maintenant, peut-être la colère de mon mari peut baisser. Après, je rentre dans mon foyer. Vraiment, ce serait une bonne chose. Mais maintenant, parfois, on tape une femme. Elle ne sait pas où aller. D'accord. Honorable, vraiment en quelques minutes, est-ce qu'il n'y a pas lieu de renforcer les mécanismes de prévention des violences? Là, ça interpelle bien le gouvernement. Bien sûr. Et là, je vais suivre Madame Ngobateki pour dire que la femme, comme je l'ai dit, a la plus grande responsabilité. La femme que nous sommes a la plus grande responsabilité parce qu'elle est bâtie pour, elle est construite pour, elle est faite pour soutenir la famille. Mais il y a également, c'est parce que vous ne participez pas aux activités. Le 8 mars, généralement, c'est des semaines d'activités dans les entreprises. Attendez, non, laissez-moi aller jusqu'au bout parce que vous avez dit que ça se réduit au pagne. Ça ne se réduit pas au pagne. Le pagne, c'est juste l'aspect, j'allais dire, comment? Bling bling. Bling bling, faire la fête, mais ce qui est fait comme travail dans les différentes entreprises, les associations de femmes et tout, c'est beaucoup d'éducation, beaucoup d'information. Et l'une des choses qui a été très partagée au cours de ce 8 mars, c'est l'idée qui est déjà vieille, mais qu'il faut remettre au goût du jour, de la masculinité responsable. Les hommes doivent devenir des hommes responsables. Et c'est nous qui pouvons les aider à devenir des hommes responsables en les éduquant quand ils sont tout petits. Merci honorable, c'est sur ces propos que s'achève cette édition de cet hebdo, édition du 10 mars 2024. Restez fidèles au programme de STV. Bon dimanche à tous. Merci.